Bonjour, alors aujourd'hui une petite vidéo que je vais faire en hommage à un de mes amis qui s'appelait Antoine Casanova et qui est décédé il y a quelques semaines. Et je pense que le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre, c'est de faire connaître des textes qu'il m'avait fait connaître à moi, parce que je crois que je lui en suis extrêmement redevable. Et vous imaginez que j'ai pas de problème évidemment de lecture ni même de motivation. Mais c'est vrai que j'ai toujours un sentiment de gratitude quand on me fait découvrir des textes que je n'aurais pas particulièrement l'idée de lire. Et je me souviens de ce texte qu'il avait écrit lui-même, Antoine Casanova, Technique, société rurale et idéologie en France à la fin du XVIIIe siècle, annales littéraires de l'université de Besançon. Vous voyez que c'est un texte ardu. Alors Antoine Casanova est l'auteur de livres plus abordables, hein, Les outils et les hommes, par exemple, une magnifique biographie intellectuelle de Napoléon Ier qui demande des compétences d'historien et de philosophe qu'il possédait d'ailleurs en propre, hein, bien que ce fût l'histoire qui était son domaine principal. Mais Antoine Casanova a longtemps dirigé la Nouvelle Critique et puis la revue La Pensée, hein, c'était les revues intellectuelles du Parti communiste français. C'était un monsieur d'une culture très vaste, hein, et surtout qui n'était pas soumis à la division du travail intellectuel qui touche beaucoup de spécialistes et de rhinologues. Et à un moment, justement, il me met ce livre en face de moi. Alors, c'est le genre de choses avec un titre pareil, on se dit, bon, oui, merci, je lirai pendant les longues soirées d'hiver. Et, et pour me donner envie de le lire, il me cite une phrase de Lavoisier. Et cette phrase, elle sonnait un peu comme un vers de la Mallarmé, avec une sorte de beauté hermétique. La banalité des moulins s'oppose à la perfection des moutures. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la banalité des moulins s'oppose à la perfection des moutures? Eh ben, c'est la formule marxiste de la Révolution française. C'est une des causes les plus marxistes, hein. Bien sûr que le marxisme n'est pas un monocausalisme, on ne passera pas le temps à le répéter, mais c'est sans doute une des causes économiques les plus essentielles de la Révolution française. C'est tout simplement ce que Marx pointait déjà dans la fameuse préface à la critique de l'économie politique, texte célèbre de 1859, la contradiction entre les forces productives et les moyens de production. Et vous savez que Marx le dit bien, quand il y a contradiction, nous s'ouvre alors une période de bouleversement, de révolution sociale. Et Marx en donne une loi générale. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que quelqu'un comme Lavoisier, qui est vous connaissez tous, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, hein, c'est un magnifique chimiste de son époque, un très grand savant. Et ben Lavoisier en avait parfaitement conscience de ce. Il n'en formule pas la loi générale, mais il avait vu précisément en quoi les rapports de production féodaux de son époque, en l'occurrence la banalité des moulins, bloquaient la perfection des moutures, c'est-à-dire le progrès des forces productives. Alors, banalité du moulin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les moulins étaient possédés par des seigneurs, c'est eux qui avaient une sorte de monopole dans le système féodal français, hein, qui a perduré jusqu'à la nuit du 4 août 1789, à l'abolition des privilèges. Les seigneurs avaient un monopole technologique, le four banal, le moulin banal. Banal, ça voulait dire que c'est eux qui le possédaient. À la rigueur, ils pouvaient le louer, l'affermer à des bourgeois, par exemple, mais ils avaient une capacité à empêcher que l'on recréât d'autres moulins sur le même territoire. Et ce que nous explique très bien Casanova, qui analyse parfaitement donc, les contradictions entre forces productives et rapports de production avant la Révolution française, c'est qu'ils n'avaient aucun intérêt, même ces seigneurs propriétaires de moulins banaux, ils n'avaient aucun intérêt à l'amélioration, par exemple, de la technique de ces moulins. Parce que, par exemple, il a beaucoup étudié donc, les olives, hein, les oliviers, et d'ailleurs, c'était très drôle parce que je me souviens être allé chez lui dans le sud de la France et sa femme me disait que il s'occupait très mal de ses propres oliviers à lui. Alors, comme quoi, on peut écrire des livres entiers. Enfin, c'est toujours ce rapport entre la théorie et la pratique qui manque. Mais effectivement, lui, il savait en tirer des conclusions marxistes époustouflantes. Et donc, voilà, dans cette culture dans ces moulins, par exemple, à détriter les olives et à les presser, comme les seigneurs féodaux avaient un droit sur le marc et sur ce qu'on appelle les caquiers, en fait, la perfectibilité des machines ne les intéressait pas, ou bien au contraire, ça aurait diminué leurs privilèges.
Et on voit à quel point ça, ce qui est intéressant avec le rapport de Lavoisier, qui est publié en annexe au chapitre 3 de ce livre. Lavoisier, on est en 1787, 2 ans avant la Révolution française, il formule ce blocage-là. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, on va voir, c'est le 5e point. La banalité des moulins s'oppose à la perfection de la mouture. Elle met le peuple des campagnes à la merci de l'avidité et du monopole des meuniers qui en partagent le produit avec les propriétaires. Elle fait manger une nourriture de mauvaise qualité à plus des 3/4 du royaume. Enfin, elle occasionne une perte d'au moins d'1/6 dans les farines que le mauvais moulage ne permet pas de séparer d'avec le son. Le droit de banalité est sans doute une propriété. Il résulte d'un contrat synalagmatique entre les seigneurs et les vassaux, et sous ce point de vue, il est respectable. Lavoisier n'est évidemment pas un jacobin révolutionnaire, hein. Mais ce droit ne peut frapper que la consommation personnelle des vassaux, elle ne peut s'étendre aux farines destinées à être commercées. Il serait possible, comme l'avait pensé M. Turgot, de concilier tous les intérêts en autorisant les vassaux à racheter ce droit, etc. etc. Enfin, vous voyez que... et Lavoisier a bien conscience lui-même, puisqu'il était, comme vous savez, fermier général, il avait bien conscience des limites, effectivement, dans l'imposition. Il parle, par exemple, des fameuses visites domiciliaires relatives aux droits d'aide et de gabelle, il était bien placé pour le savoir. Il montre, par exemple, l'arbitraire de la taille forme une véritable prime de découragement. Il parle des corvées, il parle des champards. Alors vous savez que Lavoisier est passé sur l'échafaud pendant la Révolution française, mais évidemment pas à cause de ses découvertes scientifiques, c'est parce qu'il était un ancien fermier général, hein. C'était une sorte de collecteur d'impôts pendant l'Ancien Régime. D'ailleurs, il faut rendre justice d'une légende qui court, et de cette fameuse phrase apocryphe, la République n'a pas besoin de savants, donc elle est précisément apocryphe, c'est-à-dire elle n'a pas été prononcée à l'époque, mais quand bien même l'eût-elle été, c'est bien la République française qui a la plupart du temps tendanciellement magnifié les savants, bien au contraire de l'Ancien Régime, à tel point qu'effectivement, c'est bien Lavoisier qui a intéressé les marxistes. J'ai même retrouvé, vous voyez, l'édition sociale, les classiques du peuple, Lavoisier, page choisie. Donc on parle bien sûr de tout ça. Moins, c'est moins dans une perspective historique que Casanova, c'est par Ernest Kahn, hein, donc c'est beaucoup plus une perspective scientifique. Mais voilà, c'est absolument passionnant d'étudier notamment les causes de la Révolution française avec des gens qui, n'étant pas marxistes, enfin comme Lavoisier à l'époque, mais étant vraiment conscients des rapports de production, au plus près et s'en occupant véritablement, étant dans le concret historique, se rendaient compte de ces contradictions flagrantes entre forces productives et rapports de production qui sont évidemment un des moteurs essentiels du développement social. Alors, comme je vous dis, le marxisme n'est pas un monocausalisme, bien de choses s'ajoutaient, venaient se greffer sur cette situation sociale, mais quand il s'agit effectivement de ce que les gens ont au final dans leur assiette, effectivement, ça peut créer des bouleversements gigantesques. Alors vous pouvez toujours, parce que là je m'adresse aux gens d'Internet, si vous passez un peu par hasard, toujours penser que la Révolution française est un complot fait par les Illuminati ou les Templiers ou les extraterrestres ou je ne sais quoi. Et vous pouvez aussi prendre exemple sur d'immenses historiens comme Antoine Casanova, à qui je rends à nouveau hommage, et qui, eux, se coltaient avec les rapports de production, les forces productives. Effectivement, être marxiste, le marxisme, c'est pas pour les paresseux, mais comme disait Spinoza, ce qui est beau est difficile autant que rare. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain.